Après plus d'un an et demi de destruction de Gaza et d'anéantissement de sa population par Israël, un accord de cessez-le-feu a été conclu ce 15 janvier 2025. Célébré par les Gazaouis comme une libération, s'il est respecté, il restera désormais tout à reconstruire à Gaza. Infrastructures détruites, déplacements forcés de population, nettoyage ethnique, tout ceci a mené Israël à commettre un génocide à l'encontre des Palestiniens. Alors l'État hébreu va-t-il être sanctionné pour ces crimes ? Les responsables politiques, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, peuvent-ils être inquiétés par la justice internationale ? Pour en parler, je reçois Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Elle a produit des rapports et a alerté à de nombreuses reprises sur ce génocide qu'elle qualifie de nature coloniale. Bonjour Francesca Albanese. Bonjour. Vous êtes rapporteuse spéciale aux Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Alors tout de suite, on va commencer avec ce fameux cessez-le-feu, l'accord de cessez-le-feu qui a été trouvé ce 15 janvier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne chose vraiment pour les Palestiniens ? Cessez-le-feu, si c'est un cessez-le-feu, c'est quelque chose de très bien pour les Palestiniens. Le cessez-le-feu, c'est nécessaire pour arrêter le génocide. Et bien sûr, je ne peux qu'être contente et recevoir avec un esprit positif le fait qu'il y a un cessez-le-feu, qui signifie aussi, vu ce que l'accompagne, la perspective de l'armée israélienne qui se retire de la plupart de Gaza. C'est-à-dire, disons que le plan de construire, de bâtir des colonies à Gaza semble pour le moment ne plus à poursuivre du côté israélien. Ils vont permettre l'entrée de nourriture, médicaments, carburant et du matériel pour construire des tentes. C'est toutes des choses nécessaires pour les gens de Gaza. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que les personnes détenues de façon arbitraire, soit les otages israéliens, soit un grand nombre de Palestiniens seront libérés. Le problème fondamental reste que pendant les derniers 15 mois, Israël a détruit Gaza. Il a commis un génocide et c'est pas facile de revenir d'aller où les Palestiniens restent dans un terrain qui était complètement dévasté et ils vont continuer à mourir de maladies et des autres, disons, poisons qui se trouvent dans le terrain. Maintenant, c'est vraiment inconcevable la vie à Gaza. Et la Cisjordanie n'est pas prévue dans ce programme, mais il faut cesser le feu en Cisjordanie aussi, vous voyez. Alors, disons, j'ai un sentiment un peu mélangé et qui est renforcé par le fait que dans les 24 heures qui ont suivi la proclamation du cessez-le-feu qui doit commencer ce week-end, Israël a tué 80 personnes à Gaza. Disons, ce n'est pas vraiment une preuve de bonne foi. Justement, vous avez utilisé le terme de génocide pour qualifier ce qu'Israël a fait à la population de Gaza. Dans votre dernier rapport, l'effacement colonial par le génocide, vous dites que le génocide est un moyen pour Israël de parvenir à ses fins. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer au niveau du droit qu'est-ce que ça veut dire le terme génocide et pourquoi vous l'employez et de quelle fin vous parlez ? Merci de me donner cette opportunité parce que j'ai l'impression que la plupart des gens, dans le monde occidental, ne comprend presque rien de ce que c'est un génocide. Et alors, il faut bien l'expliquer. Un génocide, c'est un crime qui se passe quand on a l'intention de détruire totalement, partiellement, un groupe en tant que tel, soit-il religieux, national, ethnique ou racial. Et disons, l'intention destructrice peut se manifester à travers cinq
actes qui sont même mentionnés dans la Convention sur le génocide de 1948. Ce sont des actes de tuerie, causés de la souffrance physique et mentale aux membres du groupe, de la création de conditions de vie calculées pour mener à la destruction du groupe total ou partiel, et d'autres actes comme la prévention des naissances ou bien le transfert d'enfants. Franchement, à un coup d'œil, on peut dire que tous les actes dont on parle ont été commis, parce qu'il y a aussi des enfants qui ont disparu, et la dernière fois qu'il était vu, elle était dans les bras des soldats. Et déjà, un acte de génocide, c'est un génocide. Mais là, il faut regarder, quand il y a l'intention de détruire. C'est pas en fait qu'on doit tout tuer. Ça, c'est un autre crime. C'est l'extermination. C'est une autre. Juste l'intention suffit en fait à qualifier de génocide. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. C'est l'intention qui n'est pas le motif. Pourquoi on veut détruire? Parce qu'on veut libérer les otages, parce qu'on veut détruire Hamas. Ça, ce n'est pas relevant du point de vue de génocide. Le génocide, c'est l'intention de détruire, qui pas seulement a été manifestée, dite, annoncée plusieurs fois par jour par les commandants militaires, par les généraux, par les politiciens, qui ont parlé de la population de Gaza comme une population où il n'y a pas des innocents, même les bébés, une population de terroristes, auxquels il faut casser les os. C'est ça la terminologie qu'ils ont utilisée, et surtout il y a ce mot qui est revenu, il y a dans la documentation qui a été collectée par différentes équipes, y inclut la mienne, il y a ce terme Amalek qui revient souvent, soit dans les enquêtes qui ont été menées par des différentes équipes, comme l'équipe de légale de l'Afrique du Sud, soit la mienne, et qui a un terme assez destructeur qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, la Bible, qui dit aux Israélites, va et détruit l'Amalek, la maman, l'enfant, les chameaux, les aines, et c'est-à-dire tous les moyens pour survivre. La femme et l'enfant, détruit tout. C'est quelque chose d'épouvantable et qui a été évoqué. Voilà, depuis Netanyahou jusqu'aux soldats, on a trouvé les crites Amalek sur plusieurs murs de Gaza, et c'est quelque chose que les soldats ont posté, ont chanté, et c'était le cri de combat, quoi, pour détruire Gaza. Et les soldats se sont filmés en détruisant, en mutilant, en tuant, en violant les Palestiniens, et en répétant soit ce mot, soit d'autres, disons, les raisons qui les soutenaient, qui étaient de détruire, de occuper et de recoloniser Gaza. Ça, c'est des choses dont j'écris, et voilà. Il n'y a aucun doute que Gaza a été détruite avec l'intention de détruire, même si Israël a essayé de faire du camouflage humanitaire en utilisant le langage technique du droit international, des ordres d'évacuation, des boucliers humains, des dommages collatéraux et tout. Mais c'était du camouflage, parce que la réalité est qu'ils voulaient, et ils ont eu l'intention, et ils ont détruit Gaza. À la fois, ils ont pratiqué des formes de violence pas égales, mais similaires, avec des cibles similaires en Cisjordanie. Parce que l'année dernière, 2024, Israël a tué 800 personnes. Depuis le octobre 2023, 840 personnes en Cisjordanie, parmi lesquelles presque 200 enfants ont été tués. Oui, c'est ça. On oublie en fait que c'est vrai qu'on a tous notre regard qui est dirigé sur Gaza, mais pendant ce temps-là, Israël continue de coloniser la Cisjordanie. Ah, tout à fait. Il y a eu des attaques sur les hôpitaux, les démolitions de maisons ont accéléré, l'annexion de terrain. Vous voyez, il y a des difficultés avec le gouvernement, avec les membres les plus extrêmes du gouvernement, Smotrich et Ben-Gvir. Et qu'est-ce qu'il fait, le Premier ministre? Il promet, mais je vous fais construire plus en Cisjordanie. Mais
Tout ça, tandis que le système international reconnaît la présence d'Israël à Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est comme illégale et à terminer le plus tôt possible et sans aucune condition. Et devant cela, qu'est-ce qu'il fait la communauté internationale? C'est pour ça que je dis, et ça j'arrive à répondre à la deuxième partie de votre question, l'effacement colonial. Israël essaie d'anéantir la population palestinienne dès le début. Parce qu'en fait, c'est comme la présence des Palestiniens dans la terre qu'Israël proclame comme la sienne pour détermination divine est quelque chose d'insoutenable. Parce que, en fait, ça nie la possibilité d'un État authentiquement et au 100% juif. Et c'est le projet de la réalisation du Grand Israël, en fait, qui ne prévoit pas la présence des Palestiniens. Et si on regarde bien, la ségrégation, les arrestations massives, les mutilations dans le corps et dans l'âme, c'est quelque chose que les Palestiniens ont toujours souffert. Toujours. Et si on lit bien la littérature qui existe sur le génocide et même les raisons qui ont porté à la conceptualisation de ce mot génocide, à l'avocat juif Raphaël Lemkin, il disait effectivement que le génocide est la destruction d'un peuple dans tous ses composantes et c'est un processus en fait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que je dis le génocide des Palestiniens, c'est quelque chose d'extraordinaire dans sa brutalité parce que c'est un génocide de type colonial qui se passe au XXIe siècle. C'est quelque chose qui les gens dans le monde colonisé ont vécu tout le temps. Nous, les Occidentaux, on n'en parle pas. Mais c'est ça, la présence. Il faut le demander aux Algériens. Les Algériens comprennent très bien ce qui se passe en Palestine parce que la présence des colons dans le pays, c'est une présence qui clash quand même avec la présence indigène. Mais en Palestine, c'est différent qu'en Algérie parce que ici, on prévoit pas la cohabitation avec les indigènes. Les Palestiniens doivent disparaître parce que sont quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne permet pas la totalité, la majorité, pas seulement la majorité, finalement la totalité de l'État juif, parce que les Palestiniens ne veulent pas être anéantis et pourtant résistent et ça amène à plus de la violence. C'est ça disons le mécanisme qu'on doit comprendre. Il n'y a pas vous voyez, les gens se fâchent quand ils entendent cet argument, mais c'est ça la réalité en Palestine. Oui, c'est-à-dire que vous, ce que vous expliquez bien dans votre rapport, c'est que le génocide qui a lieu à Gaza, c'est dans l'intention de coloniser Gaza. Oui. Je pense que Gaza historiquement, a toujours représenté une menace énorme pour Israël. Pourquoi? Parce que entre le 1947 et le 1949, quand il y a eu la Nakba, c'est-à-dire la destruction de la Palestine telle qu'il avait été jusqu'à ce moment-là, et le dépeuplement de la plupart des Palestiniens non juifs, la bande de Gaza est passée de 75 000 personnes, habitants, à 200 000. C'est-à-dire, Gaza est devenu le plus grand camp de réfugiés au monde à l'époque. Par rapport à la surface du territoire, était absolument un petit morceau de terre complet. Et la population a continué à grandir. Bien sûr, il y a eu des colonies, mais c'était les colonies les plus difficiles à protéger parce qu'il était, parmi une grande partie de la population indigène. Et finalement, Israël, depuis les années 50, a essayé d'encourager la migration volontaire vers d'autres pays de l'Amérique du Sud et tout, en donnant des incentives et tout aux Palestiniens. Les Palestiniens ne voulaient pas partir. Ils ont essayé de contenir, de garder cette population. Ils ont créé une forme de concentration. Et là, les Palestiniens ont développé, leur vie et leur résistance. Et ils ont été bombardés
le 2009, le 2012, le 2014, pendant le 2018, le 2019, il y a eu les attaques sur les gens qui protestaient, avec des centaines et des centaines de morts et de blessés. Et après, le 2021, 2022, 2023, il y a eu toujours des guerres à Gaza. Israël a enlevé les colonies le 2005, mais a gardé toute forme de contrôle de l'extérieur, comme vraiment les garder dans une prison qui regardait de haut, mais garder aussi le droit d'attaquer préventivement la bande de Gaza. C'est pour ça que c'était différent que la Cisjordanie. Il faut dire que Gaza, même si les colonies ont été démantelées en 2005, au regard du droit international, Gaza est toujours occupé par Israël. Ça, c'est important de le préciser. Absolument. Je voulais revenir aussi avec vous. Vous avez employé ce terme tout à l'heure de Grand Israël. Alors, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment quel est ce projet. C'est quelque chose que vous abordez dans votre rapport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. En fait, même si j'avais vécu en Palestine, ça fait 15 ans, j'avais pas réalisé le mal que la plupart des Israéliens ont à visualiser. La Cisjordanie, Gaza c'est différent parce que Gaza c'est vraiment enfermé. Mais la Cisjordanie, c'est un tout petit morceau de terre, plus grand que Gaza bien sûr. Il y a presque 2,5 millions, je pense, de Palestiniens et 800 000 colons. Ils sont très mélangés. Voilà, c'est vraiment une frontière coloniale parce qu'il y a la rencontre est violente entre les deux. Voilà, depuis le 1967, Israël, quand il a occupé Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est, Israël a fait disparaître ce qu'on appelle les frontières, mais ce ne sont pas des frontières, en fait, ce sont les lignes d'armistice depuis le 1949. Il a fait disparaître des cartes israéliennes. C'est-à-dire, en Israël, les étudiants étudient qu'il y a Israël avec un morceau de terre qui est Gaza et des zones autonomes où les Palestiniens habitent. Le reste, pour eux, c'est Israël. C'est pour ça que je dis, c'est la faute de l'État qui forme et endoctrine ses citoyens à ne pas voir l'autre, à ne pas reconnaître l'autre comme entité individuelle et politique, collective. Et voilà, petit à petit, disons, Israël a fait ça parce qu'il y a eu toujours le projet du Grand Israël comme recouvrant tout le territoire de la Palestine historique, de la Méditerranée jusqu'au Jourdain. C'est pour ça qu'elle a beaucoup parmi le groupe sioniste qui était le précurseur du premier gouvernement israélien. Il y avait des forces comme Menachem Begin qui s'opposaient à l'acceptation du plan de partition parce qu'il gardait 45% du territoire pour l'État arabe. Il voulait toute la Palestine. Et là, finalement, Ben Gurion réussit à le convaincre, à dire on prend ça, le reste on verra. Et voilà, c'est comme ça. Mais l'idée de réaliser le Grand Israël, c'était vraiment au cœur du projet colonial de Jabotinsky, de Theodor Herzl et de tout, disons, le sionisme européen qui voulait coloniser la Palestine. Et ça, c'est pas un terme que j'utilise, mais c'est un terme qui on retrouve dans la littérature du mouvement du premier sionisme, quoi, qui voulait créer un État pour seulement les Juifs en Palestine. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, rien que le fait, en fait, d'avoir l'intention de détruire tout un peuple, ça constitue en soi un génocide. Israël, de son côté, invoque la légitime défense, et ça, c'est un argument aussi que vous réfutez dans votre rapport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce n'est pas de la légitime défense, ce qu'Israël a fait à Gaza? La légitime défense, c'est un concept
légale de nature technique que je me rends compte à une dimension plus réduite que dans le langage commun. Légitime défense fait penser dans le langage commun au droit à se défendre, à se protéger, et ça peut sonner une aberration de dire dans ce cas-là, dans la guerre qu'Israël mène contre Gaza après l'attaque qui a souffert, ça peut sembler une aberration, mais laissez-moi expliquer. Bien sûr, Israël a le droit de se protéger, de protéger son territoire à ses citoyens, le territoire qui lui a été reconnu en 49, pas le territoire qui occupe illégalement. Là, déjà, le 2004, en Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, déjà le 2004, la Cour de justice internationale qui s'était prononcée sur la illégalité du mur avait conclu que Israël ne peut pas invoquer le droit à la légitime défense contre la population qui occupe. Parce que, bien sûr, l'occupation peut se manifester dans une forme d'oppression qui génère de la résistance parmi la population occupée. Et c'est une forme de disons l'idée que c'est de ne pas faire, c'est de réconcilier des différents droits. Le droit à se défendre avec le droit à se défendre de l'État et des peuples, du peuple occupé. Mais bon, du point de vue légal, le droit à l'autodéfense, à la légitime défense, c'est-à-dire le droit à utiliser la force armée, on l'a seulement dans 2 cas. Quand c'est une réponse à une attaque immédiate d'un autre État, ou bien quand il s'agit qu'on donna l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ici, c'était ni l'un ni l'autre. Quelqu'un a objecté que quand même la Carte des Nations Unies en 1945 a été écrite, il n'y avait pas les acteurs non étatiques qui constituaient une menace autant grave. D'accord, alors les États, s'ils sont pas d'accord avec l'interprétation de la Cour de justice, n'ont qu'à se adresser encore une fois à la Cour de justice et la faire prononcer. Jusqu'à présent, ça c'est l'interprétation de la Cour. Mais même, on parle du 7 octobre. Est-ce qu'Israël devait rester aux bras croisés devant l'attaque qu'il a subie? Bien sûr non. En fait, il a réagi tard, mais il a réagi en tuant, en bombardant, en arrêtant, avec un taux de mesures. Mais les mesures qui étaient permises à Israël, c'était tout ce qui est nécessaire à rejeter, disons, la menace, à pousser la menace. Une fois que l'ordre était rétabli dans le territoire, Israël ne pouvait pas utiliser la force armée, c'est-à-dire la guerre contre la population occupée. Comme c'est la population occupée, il disposait d'autres mesures. Il a choisi la forme la plus violente et l'a utilisée d'une façon barbare et chargée de vengeance. Ça, c'est pas de la légitime défense. Mais même si nous admettons par hypothèse, et c'est une hypothèse absurde, même si on veut dire qu'Israël avait le droit à la légitime défense, tout ce qu'il a fait depuis le 9 octobre, même avant, c'est illégal parce que ça viole quand même toutes les normes de protection des civils dans le contexte d'un conflit armé. Et le génocide, c'est-à-dire on peut avoir génocide dans l'utilisation, dans l'invocation de l'autodéfense. L'autodéfense ne justifie pas le génocide, c'est de la convention sur le génocide. Parce que vous savez, même les nazis disaient que les juifs constituaient une menace à la sécurité de l'Allemagne. C'est comme ça qu'ils ont persécuté les juifs et d'autres. Mais c'est un argument. Comme dit Fanon, comme l'explique Fanon dans Les Damnés de la Terre, le colonisé, c'est toujours le mal. Il incarne toujours ce mal-là pour le colon et il faut l'exterminer. Et c'est un barbare, c'est un sauvage. C'est pour ça qu'on a enrichi les crimes. Il n'y a pas de question, hein. Ils ont
les Palestiniens, ce jour-ci, le 7 octobre, ont commis des crimes très violents contre les civils israéliens. Oui, ça a été reconnu par l'ONU comme crime de guerre, hein, de toute façon. Absolument, absolument. Et il fallait les juger, il fallait les arrêter, bien sûr. Mais de là à inventer tout ce qu'on a inventé, comme le hanging de 40 bébés, les bébés brûlés dans le four, les femmes au sein coupées et les viols de masse. J'ai toujours dit, je suis avec les femmes. Si des viols ont été commis, je l'accepte et il faut les défendre. Mais les viols de masse, il n'y a pas de preuve. Tout simplement. Comment c'est possible qu'à 15 mois du 7 octobre, on sait beaucoup des viols qui ont subi femmes et hommes palestiniens, anciens et jeunes, dans une société qui est tellement aussi sensible à relâcher ce type d'informations. En Israël, on n'arrive pas à trouver des témoins, non, des victimes qui sont prêtes à parler du viol qu'ils ont subi. Je dis pas qu'il ne s'est pas passé, mais je dis, mais c'est quand même étrange qu'on ne trouve pas des gens qui sont prêts à... Mais il faut aussi dire qu'Israël vous laisse pas enquêter, hein. Non, moi je peux pas faire mener des enquêtes sur Israël, mais la commission d'enquête sur Israël et Palestine lui a été empêchée de contacter toute victime. Et on a désormais prouvé que beaucoup parmi les accusations qui ont été faites provenaient d'acteurs qui ne sont pas croyables. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges de la part d'Israël après le 7 octobre sur les actes commis par le Hamas. Même si cela n'enlève rien aux crimes de guerre qui ont été commis, il y a eu des mensonges de la part d'Israël. Absolument, mais pas seulement de la part d'Israël, aussi les médias internationaux. C'est pour ça que je dis, comme vous avez évoqué Fanon, qui bien nous donne cette image qui Edward Said aurait appelé orientaliste dans le regard de l'occidental moyen et qui a un regard généralement orientaliste. L'autre est un sauvage et un barbare et il est un porteur de quelque chose de maladif qui nous touche et nous gêne. Et ça, c'est disons un peu le discours qu'on a relancé sans hésitation, sans vérification, le jour et la nuit pendant des mois, et qui a fait monter la furie envers les Palestiniens. Des Palestiniens qu'il faut bien éclaircir étaient déjà inconnus au peuple, par exemple, le peuple français. J'habite en Tunisie. Je viens de rencontrer un réalisateur franco-algérien qui m'a montré un projet qu'il a fait dans cette période-là, Visage de Gaza. Et ça m'a vraiment touché beaucoup parce que il montre tous les visages de 1000 personnes qui ont été tuées. C'est des gens comme moi et vous. Ce sont pas des militants, sont des bébés, des enfants, des femmes, des étudiants, des scientistes, des musicistes, non, vraiment, c'est infernal, ce qu'on a vu ces derniers mois, et il faut avoir le courage de continuer à le dire, même si les gens ne veulent pas l'entendre. Alors, vous l'avez dit, on a produit, vous-même d'ailleurs, vous avez produit des rapports sur le génocide en cours à Gaza. On a eu la Cour de justice internationale qui s'est prononcée également contre les actes commis par Israël à Gaza. Et pourtant, on a l'impression que rien ne se passe, rien n'y fait. La communauté internationale semble impuissante. Comment est-ce possible ? Oui, c'est vrai. Il y a de plus en plus des voix qui se font entendre, soit sur le génocide. Il y a un rapport qui est sorti de Amnesty International qui est accablant. En fait, mon dossier, comme je quand même la limite d'un 20-25 pages, je peux pas écrire plus que ça dans mes rapports. Alors, j'ai toujours fait de façon de raconter disons un peu d'expliquer le phénomène. Ça, c'est quelque chose que je fais dans tous les rapports que j'écris. Quand j'ai présenté Anatomie d'un génocide, j'essayais vraiment de donner un regard du haut de ce qui était en train de se passer. Et je l'ai fait encore plus dans le dernier rapport
qui est génocide comme effacement colonial, en disant il faut comprendre que le génocide, on peut pas le trouver avec une lente d'agrandissement. On doit s'éloigner et voir la totalité des crimes, la totalité des conduites contre la totalité des membres du groupe en tant que tels, qui ne sont plus des individus, sont une masse que, en tant qu'appartenant au groupe ciblé, peuvent mourir, être détruits, affamés, bombardés, mutilés et tormentés comme les Palestiniens ont été. Aussi dans le territoire, dans la totalité du territoire. En fait, je pense qu'il y a, on court un génocide ou bien un processus d'effacement colonial à différentes vitesses entre les Palestiniens qui sont sous le contrôle d'Israël. Maximum extrême à Gaza, qui avance et qui s'accélère contre les Palestiniens en Cisjordanie après Jérusalem-Est, et après il y aura les Palestiniens avec la citoyenneté israélienne. C'est ça. Petit à petit, ils vont disparaître. Parce que ça, c'est l'histoire, ça, c'est le processus de colonisateur de dépeuplement. Mais pourquoi la communauté internationale laisse faire? Pourquoi Israël joue d'une telle impunité? En fait, je pense que c'est l'Occident qui a été particulièrement irresponsable. Et votre pays, la France, mon pays, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, sont des partenaires clés d'Israël et des États-Unis. Ils sont dans une situation un peu de soumission. Il y a la fascination de ce qui est Israël, qui fait partie de la culture judaïque chrétienne, et ça joue bien dans un contexte où le anti-arabisme et la discrimination contre les musulmans continue à augmenter, qui va de plus en plus ensemble avec le antisémitisme, parce que le antisémitisme existe. Et il y a bien sûr des différents phénomènes, parce que je sais qu'en France, il y a aussi des gens qui sont forts contre les juifs, comme un sentiment de réaction, mais ça, c'est vraiment une réaction aussi à ce traitement de privilégiés qu'on a toujours envers Israël. Il faudrait pas qu'il se passe, mais le vrai antisémitisme, c'est un autre, qui n'a rien à voir avec la Palestine, qui c'est la discrimination des juifs en tant que juifs, comme la discrimination des arabes en tant qu'arabes, c'est islamophobie ou arabophobie. Et c'est quelque chose qui vit dans le sang des citoyens, des blancs occidentaux. Le monde auquel j'appartiens. Et je le vois, je le ressens, ça me fait peur. Alors déjà, il y a ce type de racisme dit ne pas trop dit, mais il est là, subliminal. Et après, il y a le fait que Israël, effectivement, est au centre des intérêts de plusieurs pays, parce que Israël, en tant qu'État militaire, produit de services d'espionnage, de surveillance, des techniques militaires, de formation des gens, qui aujourd'hui sont vendus partout dans le monde. Il y a ce que j'appelle l'israélisation et la palestinisation du monde. C'est-à-dire, on l'a vu ces derniers 15 mois. Nous, en Europe, on est les gardiens des libertés fondamentales, la liberté d'expression, la liberté d'association. Mais regardez le nombre des juifs et des juifs qui se sont fait matraquer et arrêter en Allemagne cette année pour avoir défendu la justice en Palestine. C'est pour ça que je dis, voilà, il n'y a plus vraiment d'espace de défense des libertés civiles si gêne ce que le pouvoir central dit. Et aussi, il y a cette relation très forte, très dense avec l'État d'Israël pour les services de surveillance et de contrôle militaire qu'il donne. C'est pour ça que dans les demandes qu'on fait, nous, les relateurs spéciaux, on demande la suspension de tout accord militaire, pas seulement de la vente et de transfert d'armements et composantes, mais aussi de l'achat.
de produits militaires et de surveillance de la part d'Israël, parce que tout ce qu'Israël vend, en termes d'armement, aux surveillances, a été testé sur les Palestiniens pendant des décennies. Et cette guerre n'est pas différente. Pour vous, dans tout ce qu'on a dit là, aussi bien ce qui se passe à Gaza qu'en Cisjordanie, on est face à une responsabilité d'État ou est-ce qu'on est face à une responsabilité individuelle? Je vous dis ça parce qu'on aime bien à chaque fois mettre en avant Smotrich, Ben-Gvir, donc les ministres israéliens d'extrême droite. On aime bien parler de Netanyahou comme coupable. Est-ce que pour vous, c'est une responsabilité d'État ou c'est de l'ordre d'individus seulement? Il y a les deux, mais ce sont deux domaines différents et j'encourage les gens qui ne l'ont pas fait à lire mon rapport génocide en tant qu'effacement colonial parce que ça c'est un point fondamental. Avec la théorie de regarder totalité des conduites, totalité de la population ciblée en tant que telle, totalité du territoire. Et il y a aussi l'examen de la responsabilité fonctionnelle de l'État. Pour avoir la responsabilité de l'État pour génocide, il suffit normalement de la jurisprudence actuelle qu'il y a la responsabilité d'un fonctionnaire. Et si un fonctionnaire est trouvé en tant que responsable de génocide, tout l'État est responsable. Mais ici, on se trouve si on se limite à ça, on se trouve devant une situation paradoxale. Parce que et c'est pas quelque chose à regretter, mais il y a la justice qui offre des garanties importantes aux soupçonnés d'avoir commis des crimes, et ça peut prendre des années pour identifier qui quelqu'un parmi les politiciens ou les militaires israéliens est effectivement responsable de génocide. Et après, on doit avoir aussi un procureur, soit international, soit au niveau national, qui soit capable de prendre le relais et poursuivre l'enquête. Et si ça se passe pas, qu'est-ce qu'on fait? À cause des mécanismes de la justice nationale ou internationale, on sacrifie l'intérêt des victimes et en plus, c'est ça le point central, c'est ce que je vais évoquer maintenant. Israël n'est pas le Rwanda d'il y a 35 ans. 30 ans. Israël n'est pas la Bosnie l'ex-Yougoslavie d'il y a 30 ans. Israël est un État qui a, disons, un État de droit et un État d'apartheid, mais un État de droit qui a un gouvernement, un exécutif, des parlementaires et un judiciaire. Tandis que le gouvernement et le cabinet militaire prenaient des décisions aberrantes, monstrueuses. C'était que je trouve absolument génocidaire, et je suis pas la seule. Il y a Amnesty International, en taux de académiciens israéliens qui s'occupent de génocide, et des organisations au sein des Nations Unies. Je suis pas la seule à parler de génocide. Et il y a deux cas devant la Cour de justice internationale, contre Israël et contre l'Allemagne pour complicité. Mais devant tout ça, qu'est-ce qu'il a fait, le Parlement? Est-ce que le Parlement a pris des actions pour empêcher la continuation de ce que la Cour de justice internationale, déjà le mois de janvier de l'année dernière, il y a un an, identifié comme plausiblement génocidaire? Ou bien... Vous parlez du Parlement israélien? Oui, Parlement israélien. C'est-à-dire, Israël, en tant qu'État de droit, a le gouvernement, le Parlement et le judiciaire. Le mois de janvier 2024, la Cour de justice reconnaît la plausibilité d'un risque direct contre les droits des Palestiniens protégés par la Convention sur le génocide, c'est-à-dire plausibilité d'un génocide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que le gouvernement continue, ne prend pas des mesures pour ralentir ou pour corriger un peu sa conduite. Le judiciaire n'ouvre pas des investigations, tandis que la Cour avait recommandé à la justice israélienne de ouvrir des investigations, des enquêtes. Et là, rien a suivi. Et tandis le Parlement a renforcé l'oppression des Palestiniens. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, si on rate la responsabilité de l'État israélien maintenant, on n'a rien compris de ce qu'il y a un génocide. Et c'est tout à fait plus grave parce que ça, c'est le premier génocide de type colonial
qui a l'opportunité d'être jugé devant une cour de justice internationale. Merci beaucoup Francesca Albanese d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup.